plupart des gens qui veulent lancer des business, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas cette première règle, qui dit que J'aime qu'on me donne des conseils, j'aime écouter. Je serai jamais le mec qui va te dire je sais tout, donc qu'est-ce que tu peux m'apprendre. le syndrome montre que moins tu en sais sur un sujet, plus tu as confiance. La méthode que je vais te donner, elle permet de tester une idée de business en 24-48 heures. Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Encore une fois un invité, encore une fois un honneur. Aujourd'hui, je reçois bien sûr Maxime. Personne ne le connaît, mais tout le monde, personne ne le connaît, mais tout le monde va le connaître. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation rapide de qui tu es, cher Max ? Tout simplement, moi je suis Maxime Koumba, j'ai 26 ans. Je viens de finir mon master en business development, stratégie marketing et management commercial. Moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat et je me suis dit, si tu m'invites aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir en parler avec toi. Et du coup, je suis là pour. On va le faire. L'idée, en fait, quand tu m'as dit ça, répète-moi le nom du cursus. J'ai fait un business development, stratégie marketing et management commercial. Et il y a tu m'as dit un petit truc entrepreneur là à la fin. Exactement. Ouais. C'est quoi le nom vraiment du côté entrepreneur ? On est en business development. Business dev. Exactement. Bon, vous imaginez bien que moi, quand j'entends business dev et cours, comme vous connaissez mon amour pour les cours, je suis obligé d'inviter Max pour qu'il me parle de comment on apprend l'entrepreneuriat en cours. Je trouve ça, franchement, super intéressant. Et mon idée, en fait, dans cet épisode, c'est faire une espèce de rencontre entre la vision, parce que pour l'instant, tu n'as rien lancé, mais ça va venir et je l'espère pour toi, entre la vision académique, et je mets des guillemets, du business, et la vision plutôt terrain que je vais apporter sur le business, après en avoir fait plusieurs. Je trouve que tu vois, cette espèce de rencontre est top et ça va permettre d'échanger sur ces sujets-là. Bon, il va falloir que tu fantasmes un peu sur certains points, mais c'est OK parce que tu as quand même une vision. Combien d'années d'études sur ça ? Moi, j'en ai fait 2 parce que j'ai fait sur mon master sur ça. Ouais. Je me suis réorienté en M1 sur ce cursus-là. Et donc, du coup, c'était 2 années où c'était vraiment centré sur le comment prendre un business. Ouais. Donc, c'était vraiment des études de cas, des cas pratiques où tu prends un business, tu donnes des idées, tu crées des opportunités, tu prends à l'aide d'outils pour voir ce qui est le mieux finalement pour l'entrepreneur. Et on avait des intervenants qui étaient entrepreneurs eux-mêmes, donc ils prenaient leur entreprise à eux et nous disaient « trouvez-moi des solutions ». Et on trouvait des solutions. Terrible. C'est quoi la matière dominante du coup dans ce master-là ? Qu'est-ce que vous bossez le plus ? Ce qu'on bosse le plus, c'est tu vas avoir plusieurs choses. Tu vas avoir notamment des techniques de vente. Donc, du coup, on va t'apprendre des techniques de vente, négociation, relation client. Tu vas avoir aussi du management. En fait, ça va être beaucoup de gestion d'entreprise aussi. C'est vraiment, on va vous autoriser à mettre le nez dans des chiffres et en vous disant, voilà, tu as le nez dans des chiffres. Qu'est-ce que tu proposes comme solution ? Qu'est-ce que tu m'apportes ? Où est ta valeur ajoutée et qu'est-ce que si moi je devais voir un cabinet de conseil, pourquoi je passerais par toi et pas par un autre ? Ah ouais, tu incarnes le cabinet de conseil carrément. Exactement. C'est stylé en vrai. En tout cas sur le papier ça a l'air vraiment bien. Hein. Là vu comme ça, j'aime bien. T'as pas écouté genre tous les podcasts ? Moi j'aime beaucoup tirer au lance-roquettes sur l'Académie française et sur les cours, ça me fait beaucoup rire. Et je trouve ça top. Et t'es pas la première personne qui a fait un master en entrepreneuriat que j'ai pu inviter. J'ai quelqu'un qui a été à Dauphine faire ça. Je pense que tu savais qu'il y avait un cursus similaire là-bas. Non, pas du tout. Mais là-bas, il s'appelle vraiment Master entrepreneurial. Tu vois, c'est même pas ou entrepreneuriat. Il y a pas c'est pas caché entre guillemets derrière du business management ou plein de trucs avant. C'est boum, les gars, vous êtes là pour devenir entrepreneur. Bon, il s'avère qu'il m'a dit que c'était pas non plus. Il y avait que le nom. Bien sûr. Parce que mine de rien, le terrain est important quand tu montes un business. Quand même, c'est capital. Tu me dis qu'il y a eu des études de cas. Tu te rappelles un peu de la première étude de cas sur laquelle on a pu te mettre ? Ça remonte, mais je sais que par exemple, on avait, puisque moi j'ai été à Bordeaux, du coup en M2, et je sais que par exemple j'ai eu une étude de cas où c'était du coup une dame, une entrepreneuse qui avait monté sa boîte d'aide dans l'alimentaire. Ok. Et il fallait lui apporter des solutions parce qu'elle était un peu dans le mou. Dans le mou, on va dire. Comme elle le disait, elle était un peu dans le mou, elle avait du mal parce que elle n'arrivait pas à se renouveler et elle n'arrivait pas à renouveler sa proposition, que ce soit marketing ou autre. Et donc, il fallait lui faire des propales. Ok. Aide dans l'alimentaire, c'est comme ça que tu définis le biz.
En gros, si mes souvenirs sont bons, attends, ça remonte un peu. Oula. Il ne faut pas trop mettre d'écart. Ça remonte un peu. Oula. Ce qu'elle faisait, je crois que c'était qu'elle récupérait tout ce qui était nourriture des restaurants et autres, qui les invendus. Ouais. Et elle les revendait à des associations ou autres. Je crois que elle revend. Ah, donc, business model, c'est de vendre à des associations. Ouais, je crois que c'était ça. Ok. C'est spécial au début, parce que je me suis dit, vendre à une association, c'est ok. Ouais. Je comprenais pas trop le concept, mais après, on lui a trouvé des petites. On a réussi à lui trouver des innovations qui ont réussi à avoir un business plan. Elle faisait quel chiffre d'affaires quand elle est venue à vous? Je sais pas. Tu sais pas? Elle n'a pas donné l'info? Non. Mais ça avait l'air de. Bon, c'était pas Vegas, quoi. Non. Ça avait pas l'air. En fait, ça avait pas l'air de marcher énormément. Ouais. Mais ça avait l'air de marcher. Tu sais, c'était dans tout ce qui va être vers Bordeaux et autres. Ouais, de toute façon, ça, même juste dans la tagline ou dans la définition, tu sens que c'est un petit business. Ouais, là, c'est pas très difficilement scalable. Il n'y a pas la systématisation sur un business comme ça, mais c'est une vraie galère. En plus, tu vends à des assocs qui, en soi, pour moi, sont vraiment les pires clients. C'est compliqué. Faut passer par. Si tu veux, d'un point de vue business, le but, c'est de parler aux décideurs. Et le concept d'une association, c'est d'être associé. Donc, par définition, la vente devient vite relou. S'il faut la faire voter, il faut vérifier. Oui, je vais faire une AG. Relou de ouf. La gestion des fonds, en plus, c'est pas mal réglementé dans les ASOC, loi 1901, etc. Ok, donc c'est la première étude de cas que tu vois. Tu te rappelles un peu des innovations Je sais qu'on avait, du coup, on était allé sur un axe où on lui avait dit qu'il fallait beaucoup qu'elle aille dans les événements, qu'elle se présente dans des événements avec des petits stands et autres, qu'elle puisse se permettre de montrer qu'elle existait, des actions avec des actions concrètes, des actions terrain concrètes, parce que je sais qu'elle était elle n'avait pas une grosse partie réseaux sociaux. Je crois qu'elle n'avait pas du tout Pas de réseau du tout. Pas de réseau du tout. Complicado. Donc vraiment, c'était c'était du bouche à oreille, mais pur bouche à oreille, un tel, je fais ça, donc dis à un tel. Sauf que quand tu vois l'idée, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. On va pas faire que du bouche à oreille si tu veux faire un business. Ça va être compliqué. J'en ai fait un podcast entier qui s'appelle Le bouche à oreille n'est pas une stratégie. Pendant 1 heure, je t'explique pourquoi c'est pas une méthode, quoi. Totalement. C'est totalement ça. C'est que tu arrives, tu nous dis, moi j'ai un business, mais ma stratégie c'est le bouche à oreille. Je vais te regarder, je vais me dire, ok, mais du coup tu comptes en faire quoi de ton business? Ta clientèle, c'est qui? Tes voisins, c'est ton cercle. C'est compliqué. C'est ça. Et donc, du coup, on a trouvé des solutions. On a dit qu'il fallait que plus elle soit sur les réseaux, du coup, au niveau des campagnes, qu'elle fasse des campagnes marketing, qu'elle soit un peu sur le terrain aussi, qu'elle fasse, du coup, un peu de merchandising et autres, parce que c'était important qu'il y ait un visuel. Parce que même si tu vends à des assos, il va falloir que tu aies un visuel. Vaut mieux qu'on te voit. C'est ça, surtout. C'est les mêmes humains que des humains... c'est des humains normaux. Ils utilisent les réseaux, ils jugent à la couverture. Hein, exactement. On dit qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'à peu près 100% des personnes jugent un livre à la couverture, tu vois. Tu commences par juger, après tu dis, ah ouais, mais en parlant un peu avec lui. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu... ça reste capital de faire ça. Donc, recommandation plutôt marketing, là. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas entrepreneurial entre guillemets, mais ça reste super important marketingment d'avoir une vitrine. Exactement. Donc elle avait pas du tout ça. Tu te rappelles d'autres Après, je sais qu'il y avait beaucoup. C'était vraiment c'était sur un pôle très très marketing. On était sur un pôle très très marketing. En tout cas, moi, mon équipe, je les avais fait partir sur un pôle très marketing parce que je m'étais dit, au niveau des ventes, ça n'avait pas l'air si mauvais. Finalement, mais je m'étais dit, au niveau du market, si on veut propulser ses ventes, il va bien falloir qu'à un moment donné... il y a un petit levier quelque part, quoi. Ouais, il va falloir qu'il y ait un visuel, il va falloir qu'elle existe. Parce que... Très bien dit, qu'elle existe tout simplement. C'est ça, en fait. C'est clair. Ça t'étonne pas de voir qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas du tout des gens qui n'impriment pas et qui ne comprennent pas encore que les réseaux sociaux font partie intégrante d'une stratégie de communication, en fait. C'est aussi... Je trouve que c'est autant la base que d'avoir un numéro de téléphone. Exactement. Après, moi, je trouve qu'il y a des gens dans le business qui sont très... de ce que j'ai pu voir, moi, dans mes études, il y a des gens qui sont très anciennes méthodes. C'est-à-dire que non, les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes. Donc, finalement, ça va pas dans mon intérêt. Moi, je veux pas une marque qui sera super. Parce que pour eux, les réseaux sociaux, il y en a,
du bling-bling tout de suite quand tu te mets sur les réseaux sociaux. C'est je veux être bling-bling, je veux être flashy. Ben non, en fait, juste tu existes. Tu montres que tu existes, tu montres ce que tu fais parce qu'aujourd'hui, l'un des plus gros canaux, c'est les réseaux sociaux. Tu vois, il va bien falloir que tu montres aussi ce que tu fais et les gens vont pas toujours aller sur place pour te demander mais qu'est-ce que tu fais, j'aimerais bien savoir, tu vois. Je dirais même plus que personne ne fait ça. C'est ça surtout. Donc il va bien falloir à un moment que tu te donnes les moyens et pour donner les moyens, il va falloir que tu montres une image où tu existes. Ouais, il faut que tu existes. Mais comme j'ai pu te le dire en off, c'est pour ça que nous encore maintenant, même si on a, bien qu'on arrive à bosser avec des gens qui font par exemple plusieurs millions par an, on tombe sur des configurations comme ça, ultra arriérées entre guillemets, où, comme j'ai pu te le dire, t'as du fichier Excel qui vole par mail, alors que derrière, ça organise des gros trucs. Le problème, c'est que quand tu es totalement sur Excel et que tu te passes des fichiers comme ça, avoir un suivi de boîte global, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est aussi efficace que faire ton tableau de suivi sur une feuille de papier et puis la poser, quelqu'un l'édite un peu comme il veut, on la perd, on la retrouve, ça n'a aucun sens. On ne peut pas gérer une entreprise comme ça. Ok, donc ça c'est Aide Alimentaire Girl. Est-ce qu'elle a... Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a appliqué les conseils et les parties ou comment? En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on te fait passer... du coup, vous avez une journée, c'était sur une sorte de business game. Vous avez donc une journée pour pouvoir réaliser tout ce qui va être conseils. Ça tue en vrai. C'est gratuit pour... Ouais. Vous avez des conseils et autres. Et puis, vous passez devant, du coup, l'entrepreneuse, vous passez devant un jury, vous passez devant tout un amphithéâtre et vous devez présenter. Wow. Ça tue, ça. Ah oui, franchement, c'est stylé, tu vois. Moi, que je suis pas fan de l'école en soi, si je devais faire une école genre de business, ça y aurait. Ah oui, mais c'est énorme. Pour moi, c'était... parce que moi, à la base, je suis timide. Moi, je suis quelqu'un de très timide et j'ai horreur de m'exprimer face aux gens. Ouais. J'ai fait un énorme travail dessus et autres. Même aujourd'hui, tu vois, carrément podcast, c'est super. J'ai fait un énorme travail dessus. Moi, j'ai travaillé dessus avec ma mère parce que j'ai de la chance. Ma mère était directrice de télémarketing chez Dalos. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de parler face aux gens, une très bonne élocution. Ouais. Et pour moi, faire ça, c'était une victoire immense parce que je parle face aux gens. J'arrive à exploiter mes idées, j'arrive avec mon équipe. Tu développes. On leur montre que voilà, on a travaillé dessus. Voilà, si le discours il est clair, concis, précis, c'est du professionnel. C'était top. Ok. Et en plus, c'est-à-dire que tu es sorti de ta zone de confort et en plus, tu as pris du plaisir. Ah oui, totalement. Il n'y a pas de secret, si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne prends pas de plaisir. Et surtout, si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne fais rien. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Bon, quand tu ne sors pas de ta zone de confort, effectivement, tu ne fais rien. Mais au début, tu n'es pas obligé de prendre du plaisir, justement, parce que tu es hors confort. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué, mais difficile, il faut juste savoir déplacer la difficulté pour moi. Oui, c'est vrai. Ou prendre goût, je pense qu'avec le temps, prendre goût à la difficulté, tu vois. Exactement. Être dans le dur, c'est bon d'être dans le dur. Parfois, c'est une bonne habitude. Hein. C'est une très, très bonne habitude. C'est très bien. Après, tu sais, je pense que ce qui habitue à être dans le dur aussi, c'est comme d'habitude, encore une fois, moi ça revient beaucoup dans les podcasts, je parle beaucoup de la boxe et du sport. Je pense qu'il n'y a pas meilleur sport pour s'habituer à être dans le dur. Que la boxe? Ah ouais, parce que tu trouves toujours un mec qui te dégomme. Toujours. Et puis tu peux pas faire que des bons cours. Ouais. Forcément des moments où tu n'es pas dedans et... si d'habitude tu as un peu contact avec quelqu'un, si tu n'es pas dedans, il aura le dessus, il aura le dessus. Donc tu as vraiment cette habitude d'être dans le dur toutes les semaines, tout le temps, et ça c'est pas mal. Hein. Exactement, mais c'est ça, mais c'est pour ça que moi quand je vais à la salle, du coup, parce que je ne l'ai pas dit, mais du coup je fais de la boxe dans la même salle que lui, tout simplement, moi quand je vais à la salle, tu le vois, moi j'arrive à l'entraînement, mon short il est trempé, parce que pour moi c'est ça en fait, c'est le dur. Moi j'ai déplacé ma difficulté dans le fait de me dire que dans la boxe, c'est dur, mais c'est dur parce que j'ai des objectifs. Ouais. Tu vois, j'ai des objectifs, je sais où je veux aller. Je vais pas faire semblant d'aller m'entraîner. J'aurais pu rester chez moi sur mon canapé. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu jouer à la play. Il y a plein de choses à faire sur Terre. Mais en divertissement surtout, il y a pléthore de choses à faire. Exactement. Tu aurais pu scroller pendant des heures. Totalement. Mais ce que je me dis, c'est que j'y vais, je donne tout. Et je sais que les résultats, ils vont payer. Tu vois, j'aurai les résultats que je veux. Je serai où je veux. Donc... pour moi, c'est même pas imaginable d'aller un jour à une séance et de me dire aujourd'hui j'ai pas envie, même quand je suis pas motivé, j'y vais. Parce que finalement, je me dis c'est toi qui as décidé, personne n'a décidé pour toi, donc fais-toi violence. C'est un beau mindset, ça t'aidera pour monter ton futur business, je te le dis ça. Totalement. Tu vas voir, pour le coup, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'idées, c'est tout le temps. L'idée, on veut innover, etc.
Mais le truc le plus important, et j'en ai écrit un bouquin entier, hein, qui est là d'ailleurs, je l'ai posé derrière, c'est la philosophie. Vraiment, un des points les plus importants, c'est la philosophie, tu vois. C'est comment tu vois la vie. Tu peux avoir l'idée de ta vie, enfin l'idée du siècle si tu veux. Si tu n'as pas la philosophie pour la développer, c'est compliqué. On ne parle pas encore d'argent, hein. On parle juste de philosophie. Je peux te donner un exemple concret. T'inventes quelque chose de révolutionnaire, tu ne le sais pas encore, et tu as une mauvaise philosophie, entre guillemets, c'est-à-dire que tu veux faire quelque chose de parfait. Tu peux mettre 2, 3, 4 ans à te lancer concrètement, alors que ce que tu as eu comme idée à l'année N, peut-être à N plus 4, il y a 15 versions qui sont sorties. Alors que la philosophie, c'était une philosophie d'efficacité qu'il fallait appliquer et sortir une version bêta le plus vite possible pour confronter ton produit au marché. Ça, je pense que c'est un des moves les plus durs en entrepreneuriat, c'est y aller et être OK avec l'imperfection. C'est difficile, ça. Ouais. Surtout quand tu as un truc qui vient de toi, tu veux que ça soit nickel, tu vois. Tu fais ton truc pour que ça soit carré, bien rangé, la peinture, tout, la conception. Et non, c'est pas ça. Il faut sortir le truc le plus crado possible. Tu confrontes au marché, le marché te fait des retours, tu optimises ton produit et ainsi de suite. Et on arrive sur quelque chose de parfait. Tu peux pas, polir ta boule de bowling pendant 3 ans. Tu lances, ah ben non, le sport a changé, maintenant il y a un goal. C'est ça. Dommage. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'informer. Du coup, il faut toujours s'informer, il faut savoir comment ça change, les évolutions et autres. Parce que c'est ça, en fait, le monde il change et le monde il va pas attendre que tu lances ton business, il va pas rester figé. Ça bouge, et ça bouge vite. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Ouais. Ou même qui, je pense qu'ils mettent de côté, ils partent du fait qu'ils ont la bonne idée, qu'elle est dans leur grotte avec eux, que ça peut pas sortir. Mais ils oublient qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, que bien souvent l'idée qu'ils ont eue là, bon, il y a plein d'autres qui l'ont eue avant, et qui sont peut-être en train de la peaufiner ou de la sortir pendant que toi, tu es en train d'essayer de polir pour arriver à un espèce de pseudo bon résultat qui s'avérera jamais être un vrai bon résultat puisque tu le polis qu'avec ton prisme. Exactement. Je dirais même c'est un peu puéril de se dire tiens, je suis sachant. Tu vois, je sais le truc. Avec moi et moi-même, je peux faire un bon produit. Et non, c'est le marché qui choisit. Donc, de fait, à moins que tu sois la valeur étalon de la France, ça va être compliqué de faire un truc bien. Exactement. Ok. Est-ce que tu as une autre étude de cas Tu peux en prendre une plus proche si tu veux. Simplement, en fait, moi, comme je les passe très très vite et que je me focus totalement dessus au moment, en fait, après je les zappe pour... T'effaces au fur et à mesure. Tu as déjà cette dynamique d'effacer au fur et à mesure. Ouais, moi, j'ai besoin de faire l'espace parce qu'en fait, moi, tu sais, j'ai 18 000 idées tout le temps. C'est-à-dire que je pense tout le temps à comment améliorer ça. Et donc, du coup, j'ai besoin d'espace, en fait. J'ai besoin d'espace. Donc, je range les choses pour, du coup, faire de la place pour... une nouvelle chose, donc te ressortir encore des études de cas et autres. Bon, c'est bien, on a deux personnes du coup qui ont la même stratégie dans la même pièce. C'est quelque chose que j'explique souvent quand les gens me demandent mon âge et que j'ai pas l'info et que je fais le calcul. Je dis mais en fait, un peu ce que tu viens de démontrer, moi j'ai besoin de bande passante, donc les datas que je peux retrouver, je les retiens pas. J'ai pas besoin de connaître ton âge, je peux faire le calcul vite fait et je te le donne. Je passe pour un mec bizarre pendant 10 secondes et on passe à autre chose, c'est pas très grave. Mais mine de rien, ça te fait une charge mentale en moins. Et c'est pareil pour les to-do. Est-ce que tu utilises ce genre d'outil à titre perso ? Je ne le faisais pas au départ, mais maintenant je le fais. Et tu décharges ? Je décharge et ça m'aide énormément parce que moi je organise du coup mes idées. Et je te jure qu'avant je le faisais pas, mais là, maintenant je le fais, c'est révolutionnaire. En fait, on m'a dit, mais toi tu penses tout le temps. Tu as tout le temps des idées, tu as tout le temps de nouvelles choses. Classe ces choses-là, essaye de les poser quelque part pour pouvoir faire du neuf. Et maintenant que j'ai suivi... Tu l'appliques ça ? Tu y arrives ? Oui, je l'applique, j'écris parfois les choses, je me fais des listes dans mon téléphone, parce que j'ai besoin surtout en fait de me structurer, et de structurer mes idées, c'est hyper important. Ok. Mais c'est que sous forme de to-do, enfin tu m'as dit to-do et note téléphone. Ouais, to-do et note téléphone. Tu n'utilises pas d'outils comme Notion par exemple ? Non. Bon je vais te montrer un outil qui va révolutionner ta vie alors. Donc pour le coup, vraiment, si tu as cette philosophie-là et que tu découvres Notion, tu vas passer du temps dessus puisque bon, ça tombe bien, j'ai mon Mac donc je peux te montrer. Donc c'est vraiment, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil justement qui permet de faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de poser tes idées. Tu vois, moi je fais beaucoup de documentation. Donc tu vois, si par exemple on va dans la section Scalable, il y a énormément de documentation sur comment faire les choses. Yes. Tu vois, tout est rangé. Et ça te permet d'éviter de les noter en bordel dans les notes, parce que finalement, quand tu commences à en avoir beaucoup, c'est compliqué. Tu vois, là, par exemple, j'ai une idée de business.
Un week-end, je me suis chauffé, je me suis dit, tiens, lancer une agence pour aider les boîtes qui vendent du CBD, ça peut être intéressant. C'est un bon segment de marché parce que les pubs pour le CBD sont interdites. Donc, si tu es bon en market, tu peux faire de la publicité détournée. Il y a peu de personnes qui le font en France, voire pas. Par contre, aux US, ceux qui le font facturent $7 000 par mois. Donc, il y a peut-être marché en France parce que le marché du CBD, c'est énorme. Donc, tu vois, je me suis chauffé, j'ai fait un logo, etc. Ça, je ne peux pas jeter ça dans mes notes. Par contre, sur un Notion, tu vois, c'est bien organisé. Là, tu as l'inspiration, boum. Donc ça, c'est la page qui m'a inspiré. Si vous voulez aller visiter le site, c'est wearelucide.com. Donc wearelucyd.com. Et tu vois, eux font ça. Et ils te facturent 7000 balles. Ou plus, hein, d'ailleurs. Donc si tu veux bosser avec eux sur Meta, c'est 7,5 par mois. Google, 5K. TikTok, 5K, etc. Donc tu vois, grosse opportunité de marché. Il y a des boîtes de CBD aussi en France. Si tu arrives à faire de la publicité de tiroir, comme je dis, c'est-à-dire tu fais la promotion d'un produit sans en parler, tu vois, de manière détournée, tu renvoies vers un article de blog qui lui-même amène vers quelque chose, tu parles des bienfaits qui renvoient vers encore une fois un article ou un livre, puis tu récupères le mail de la personne, puis après tu lui renvoies un mail avec une proposition commerciale, tu vois un peu l'idée. Yes. Si tu as ce genre de stratégie en tête, ça peut être sympa. Et parfois, un petit peu comme toi, moi mon hobby, tu l'as compris, c'est de créer des choses. On est en week-end, moi je scrolle pas, par contre j'invente des choses. Je vais travailler dessus. Je mets le site, je mets un logo, je fais le logo pour le fun. C'est mon plaisir, c'est mon hobby. Là, je mets des stratégies, tu vois. Les enseignes de CBD ne peuvent pas faire de la publicité, mais elles ont besoin de se faire connaître. Je mets les cibles, je mets des études de cas, j'explique comment trouver des clients. Et tu vois, tout ça, c'est bien ordonné. Et règle importante, il ne faut pas trop agir en mode le syndrome de l'objet brillant. C'est le défaut de penser tout le temps. C'est que si tu suis tout le temps tes calls personnels, tu vas créer des business toutes les semaines. Et c'est aussi la pire chose, parce que tu te concentres sur rien. Donc moi, ma méthode, c'est les poser, les structurer parce que je trouve ça hyper kiffant et après, je mets de côté. Parce que j'ai pas envie de partir dans ce truc-là. Le business du CBD ne m'intéresse pas du tout, je consomme pas. Exact. Il y a marché, j'ai détecté l'opportunité de marché, je ne peux pas me retenir de l'exploiter d'une manière ou d'une autre, je pose, je passe à autre chose. Et c'est aussi hyper fort pour la documentation. Tu vois, là, j'ai un truc qui s'appelle Wikivida, c'est genre le Wikipédia de ma vie. Et dedans, je vais faire de la documentation par rapport à des problématiques que j'ai rencontrées. Tu vois, là, je te donne un truc typique. Il y a un moment, je voulais acheter des AirPods Pro. Donc, c'est le casque de chez Apple. Et je me suis dit, tiens, j'en ai marre à chaque fois de me dire, tiens, comment je peux détecter les faux ? Et je me mets à faire une enquête sur ce qui différencie les vrais des faux. Je regarde des vidéos YouTube et je me dis, mais c'est dommage d'avoir cette connaissance et de l'acheter en l'air. T'en fais une page Notion et t'expliques. Tu mets des couleurs, les faux, on peut les détecter comme ci, comme ça. Et si même dans un an, j'en ai besoin, je ne suis pas obligé de refaire la recherche et de recommencer à chaque fois. Donc, cette habitude de documenter, si tu l'apprends aussi, tu vas voir, ça fait du bien. Tu vois, tu te dis, ah ouais. C'est-à-dire que je décharge et en plus, je retrouve. Parce que c'est peut-être le défaut que tu rencontres maintenant, peut-être que tu ne retrouves pas forcément ce que tu écris. Mais bon, tu peux le rencontrer à terme. C'est ça, c'est super. Mais après, moi, pratique, ce que je fais, moi, c'est que, tu vois, j'ai pas mon PC avec moi, mais moi, j'ai beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'idées. Donc, du coup, je place mes idées, je crée beaucoup de choses. Donc, du coup, je suis un peu comme toi. Ouais. Je crée un petit logo, je crée là un business pour savoir ce qui pourrait être intéressant, là, ce qui pourrait être intéressant. Et du coup, je les classe. Mais le faire comme ça, tu vois, pour moi, ce que tu m'as donné, pour moi, c'est de l'or. Parce que je t'ai dit, ça va révolutionner ta vie. Tu vas passer du temps dessus. Hein. Parce que je sais que, mais là, tu vois, par exemple, ça, je pense que la prochaine fois que je te verrai, je te dirai, c'est bon. Tu l'auras implémenté, je pense. C'est ça, en fait. Et parce que j'ai tellement d'idées que je me dis, moi, je prends tout. Vraiment, je prends tout des gens. J'aime qu'on me donne des conseils. J'aime écouter. Ouais. Parce que je ne serai jamais le mec qui va te dire, ouais, mais je sais tout. Donc, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, toi ? Pire chose ever. Hein. Moi, on apprend de tout le monde. Et on est là pour apprendre. On apprend continuellement. Donc, toute connaissance est bonne à prendre, tu vois. Donc, ça, ce que tu m'as donné là, t'inquiète pas que la prochaine fois, je t'en reparle. En plus, tu as une application téléphone. Donc, c'est accessible. Tu n'es pas en train de dire « Ah, je dois rentrer chez moi, etc. » Donc, moi, mes notes sont plutôt peu utilisées. Par contre, ça, ultra fort. Et tu peux apprendre plein de choses en même temps. Tu vois, il y a des choses sur la finance, il y a des choses sur la manière de vente, il y a des choses sur... Parfois, c'est des conneries, tu vois. Et ce qui est génial sur Notion, c'est que tu peux créer facilement, par exemple, des tables des matières. Donc, tu crées un document. Donc là, tu t'amuses à mettre des titres. Et après, tu crées une table des matières qui est dynamique. Donc là, si j'appuie sur le titre, ça me met en face. Donc, tu crées ta doc. Il a kiffé. Là, je suis dedans. Là. C'est ouf, hein. Tu vois, tu crées ta doc avec tes screenshots, tes photos, ta vision, tes commentaires. Et c'est facile à éditer. Et si tu aimes bien les raccourcis clavier, c'est bien aussi parce que tout est accessible en faisant /. Tu vois, c'est-à-dire que tu veux mettre un titre. Tu n'es pas obligé d'écrire ton truc, te mettre là, faire titre.
Tu vois, si je dois faire un titre, je fais ça, titre. Je mets titre et j'ai mon titre. Voilà, ça va vite. Donc tu peux taper, tac, 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 tac. Si tu dois faire une citation comme là, donc une citation, c'est faire un encadré, on va dire ça comme ça, pour mettre une idée. Je fais juste call, parce que je sais que ça s'appelle call out. Hop, ça me met le call out. Tu vois, j'ai mon encadré, là je choisis mon icône. Si c'est une idée, je mets une ampoule. Boum, je rajoute. Boum. Terrible. Donc ça, c'est vraiment le logiciel de productivité qui fait rêver les gens qui ont beaucoup d'idées. Ah, mais t'as tout au même endroit. Et tu vois, ça te détend mentalement, c'est pas mal. Bon, bah voilà, c'est bien. Je t'ai montré ça. Notion, t'avais jamais entendu parler de Notion en français? C'est peut-être possible, mais comme je t'ai dit, moi, ça vient. J'ai entendu, mais je me suis dit, je vais pas me mettre dessus. Donc, tu as dû me donner 6 informations, tu as dû me glisser Notion dedans. Non, mais pas forcément de moi, mais genre dans la vie, tu vois. Que quelqu'un d'autre ait pu me le dire, c'est possible. Hein. Mais je me suis dit, bon, je vais pas l'utiliser maintenant. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un pilier, c'est devenu un pilier de vie, tu vois. C'est-à-dire que sur les applications qui sont capitales pour moi, tu as la To-Do, donc Todoist, moi j'utilise, et tu as Notion. C'est vraiment les deux blocs. D'un côté, la productivité, de l'autre côté, le fait d'arriver à bien garder tes idées, à les compartimenter, les faire évoluer. Tu peux revenir plus tard, tu vois. Je reviens sur mon truc de CBD. Si dans 2 ans, j'ai envie de le faire, j'ai toutes mes notes d'avant, tu vois. Logo est prêt, tout est prêt, ma vision, je peux la faire évoluer. Dinguerie. Et en plus, tu peux partager facilement. Je referme cette parenthèse. Est-ce que tu as un autre outil duquel tu voudrais éventuellement parler, à part les To-Do, que tu utilises, ou rien d'autre pour l'instant? Non, pour l'instant, je suis vraiment dans ça. C'est les To-Do, et vraiment mes notes. Ok. Tu as des idées à partager dernièrement? Tu as eu des idées sympathiques, des choses qui te donnent envie, dont on pourrait parler? Moi, à l'heure actuelle, je suis parti sur... du coup, dès que j'ai terminé mon master, je me suis dit, j'ai essayé de travailler. Ouais. Voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé d'entrer dans le moule et de me dire, on trouve un CDI, on se lance. Alors moi, j'ai travaillé dans une école de droit en tant que chargé des partenariats, chargé de placement. Ok. Chargé de placement, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est... En gros, moi, je prends les étudiants et je les place en alternance. En gros, je leur trouve une alternance. Tu as un carnet d'adresses pour placer déjà? Voilà, ça veut dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive avec du coup mes coachings. Donc, je leur fais des coachings CV, entretien. Je reprends leur CV de A à Z en leur disant, voilà, ça, c'est mieux de le poser là parce que tes compétences ne reflètent pas, tes expériences ne reflètent pas tes compétences. Yes. Et donc, mieux vaut que tu le fasses comme ça et autres. En entretien, on se présente comme ça, on a une posture professionnelle. Parce que finalement, les étudiants, ils n'ont pas forcément de cours de coaching. Ouais. Et ils arrivent en entretien et parfois, c'est catastrophique, mais c'est pas forcément... Ah, coaching pour passer des entretiens. Voilà. Stylé. Je pense que ça a l'air d'être une bonne idée en tout cas. Et c'est super parce que finalement, tu sais, moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu beaucoup d'étudiants dans mon école qui ont trouvé des entreprises d'alternance suite à mes conseils. À mes conseils. Et donc, du coup, c'était génial. Et donc, je me suis dit, finalement, si je l'ai fait dans une école, je peux le faire pour les entrepreneurs. Ok. Et donc, du coup, je me suis lancé dans l'optique de créer ma boîte de conseils entrepreneurs. Direct. Tu commences ton cursus, mais c'est pas un cursus, mais ta vie entrepreneuriale par le fait de créer une boîte de conseils. Exactement. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, on y va. C'est comme ça, c'est ce qu'il me faut. C'est vraiment le truc à faire. C'est créer ma boîte de conseils pour entrepreneurs, organiser leurs idées, leur permettre de mieux présenter leur projet, mieux présenter leur projet, la vision qu'ils ont, pouvoir en parler au mieux pour présenter leur vision. Et c'est totalement ce que je veux. C'est quoi pour toi un entrepreneur? Parce que là, tu dis présenter un projet. Parce que moi, ma vision de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait déjà du chiffre. Mais toi, c'est quoi? Pour moi, un entrepreneur, ça va être une vision très théorique, mais je vais avoir cette vision c'est un individu qui a eu une idée et qui a décidé de la partager, d'en créer du coup un business. Okay. Du coup, il va créer un écosystème pour pouvoir partager sa vision, pour pouvoir gagner de l'argent grâce à cette idée. Partager sa vision. Ok, donc quelqu'un qui a une idée et qui veut... On ne parle pas spécialement de réussite ou d'argent, c'est juste une vision pour l'instant. Pour l'instant, moi, c'est une vision. Et puis après, donc, du coup, je vais prendre cette vision et ensemble, on va faire une feuille de route, que ce soit une feuille de route, un business plan ou autre, pour pouvoir voir comment ça peut être possible qu'ils gagnent de l'argent avec. Okay. Et avec ça, après... Je le suis de A à Z, donc je prends le dossier du début jusqu'à la fin. Ok, super intéressant. Pour l'instant, tu n'en as pas encore vendu ou proposé?
Je l'ai fait, pour l'instant, je l'ai fait avec des proches, parce que moi, j'ai beaucoup de proches qui sont entrepreneurs et autres. Ou qui ont une vision, qui veulent lancer quelque chose. Qui veulent lancer quelque chose et autres. Donc, du coup, je l'ai fait avec eux. J'ai organisé leurs idées, je les ai pris, leurs discours. C'est-à-dire qu'on a organisé des speeches. Voilà, donc, j'ai pris leurs speeches. Je leur ai dit, voilà, prends plus ces éléments-là en compte. Fais en sorte que quand tu décris ta vision. Tu parles de pitch commerciaux, par exemple? Voilà, quand tu décris ta vision, prends ces mots-là parce qu'ils sont plus impactants, qui parleront plus, parce que tu peux avoir un discours pendant 1 heure, mais il est super creux. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est que il a une idée. Voilà. Mais tu vois, si tu arrives à me dire que voilà, mon idée, c'est ça, j'ai ça comme idée, c'est ça qui est important, vous allez gagner là, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il vous faut demain, pour moi, c'est ça, leur montrer que il y a une possibilité de pouvoir exprimer sa vision et que les gens la comprennent comme ils veulent la transmettre, quoi. Exactement. Ok. Il y a un dicton d'ailleurs pour définir ce que tu viens de dire, qui est très simple, tu vas voir. Il dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». C'est tout. Simple, efficace. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et comme tu l'as démontré, effectivement, les gens qui ont une idée, souvent, ils partent dans des diatribes tellement complexes pour expliquer ce qu'ils veulent faire. C'est un truc de dingue. Et c'est effectivement super anti-commercial de faire ça. Ça perd l'idée. J'ai une petite anecdote sur ça. Un jour, je vais à un événement business. On fait la queue. Il y avait beaucoup de femmes à cet événement business. Et il y a une femme derrière moi qui me dit, qui crée une conversation, tu vois, parce qu'on faisait la queue pour rentrer dans la salle. J'étais invité à ce truc-là. Elle me dit, ouais, il y a pas mal de... Il y a quand même un gars à côté de moi. Elle me dit, ouais, il y a pas mal de femmes et tout. Du coup, comment t'es arrivé là? Je sais pas si tu vois un peu l'ambiance. Les événements business, tout le monde parle avec tout le monde, c'est cool. Et encore plus quand on est proche parce qu'on fait la queue. Et elle me dit, ouais, toi, du coup, tu fais quoi dans la vie? Bon, je sors ma phrase classique. Nous mettons en place des systèmes pour permettre aux dirigeants de trouver des clients automatiquement avec l'IA. C'est clair, c'est simple. Et je lui dis, et toi? Et là, j'essaie de te le refaire, ouvrez les guillemets. Alors moi, en fait, moi j'aide les gens parce qu'il y a la spiritualité, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. J'aime bien la photo, l'art. Okay. Ça permet aux gens ils s'expriment après et ça les aide à se libérer pour le business. Rien, vide. Je n'ai jamais compris ce qu'elle faisait. Mais en fait, moi, j'appelle ça une proposition de valeur. C'est-à-dire que savoir vraiment ce que tu proposes sur le marché et ce qui a de la valeur dans ta boîte. Cette proposition de valeur n'était pas définie et ça me permet de faire une transition avec le sujet suivant qui est, je pense, dans une entreprise, le plus dur à définir, c'est la proposition de valeur. Réussir à prendre tous tes skills et à en retirer une phrase pour coller au dicton, ce qu'on soit bien s'énonce clairement, qui est impactante. Pas évident, hein? Pas évident. C'est compliqué, mais en fait, une fois que tu as mis de l'ordre dans tes idées, je te jure que cette phrase, elle ressortira toute seule. C'est-à-dire que dès lors que tu arrives à dire, ok, moi je fais ça, parce que j'ai vu ce manque-là, j'ai vu qu'il manquait ça, ça va venir tout seul. Parce qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait ce manque-là, donc du coup, ta phrase pour impacter, ce sera je vais combler ce manque. Ouais. C'est très bien défini. C'est synthétique, c'est très très bien défini. Ce qui nous amène à un autre problème. La plupart des gens qui veulent lancer des business et que tu qualifies d'entrepreneur, moi je dirais plus entrepreneur en herbe, tu vois, peu importe, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas cette première règle qui dit que si tu veux monter un business, tu dois solutionner une problématique. Exactement. Donc ils arrivent avec des idées complètement fantasmagoriques et ils partent du fait que innovation, qu'importe la direction, voilà, j'invente une casquette à double visière, c'est automatiquement une idée de génie. Que penses-tu de ça? Après, tu vois, pour lui, c'est une idée de génie, donc je lui laisse. Mais est-ce que tu as vu qu'il manquait des casquettes à double visière? Est-ce qu'il y a un besoin? Et surtout, c'est ça en fait, c'est où est le besoin et donc du coup à qui tu vas le vendre. Parce que c'est bien beau de lancer une idée, on peut tous lancer une idée. Bien sûr, on peut inventer plein de choses. Il y a plein de mecs en soirée, et après avoir bien bu, ils disent « Ah ouais, moi je vais inventer ça. Ça c'est nickel. J'ai vu ça. » Ok, mais... Y a-t-il un besoin? Qui a besoin de ça? Et voilà. Donc, après, il faut faire des recherches et autres. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, non.
Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. C'est bien, c'est clair pour toi, parce que je pense que le socle d'à peu près n'importe quel accompagnement entrepreneurial, c'est ça en fait. C'est déjà, est-ce que tu réponds à un besoin? Parce que sinon, tu peux faire des plans sur la comète pendant très 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 longtemps. Tu vas en rencontrer aussi, je pense, pas mal, des gens qui vont se lancer d'abord dans un désordre absolu. Ils vont tout faire donc, en allant à l'encontre de tous les préceptes qu'on a pu citer. Donc, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, ne pas répondre à un besoin, mettre 2 ans pour se lancer. Et toi, tu vas rentrer en contact, ou ils vont rentrer en contact avec toi après 2 ans. Et ça fait 2 ans qu'ils sont sur un projet qui n'apporte aucune plus-value sur Terre. Hélas, ça fait partie du jeu. Ils ne sont jamais posé la question. Donc, tu as beaucoup de chances de tomber à côté si tu n'as pas de méthode. C'est normal. Et c'est OK. C'est comme essayer d'apprendre à conduire sans ouvrir le livre du code de la route. Il y a un moment, peut-être que tu aimes bien le rouge. Et pour toi, il faut accélérer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un monde, c'est cohérent. Il y a marqué stop. Peut-être que pour toi, s'il faut stopper, il faut se garer. Tu vois c'est possible. Hop, c'est possible. Il y a un monde. Si tu n'as pas l'info, tu as quand même beaucoup de chances de taper à côté. Donc, tu vas en rencontrer, parce que j'en ai croisé pas mal. Tu imagines bien qu'avec le podcast, il y a des gens qui prennent contact, qui me posent des questions. Et c'est dommage et à la fois super cool, parce qu'on en parle. Et donc, ça fait 2 ans. Le plus long, je crois que j'ai vu, c'est ça. 2 ans sur un projet qui n'apporte aucune valeur, hélas. Et tu vas être chargé de t'en rendre compte et de leur dire, ce coaching entrepreneurial qu'on est en train de faire va commencer par une fin ou un repositionnement, si possible, ce qui n'est pas tout le temps possible. Hein. Si tu pars à mort sur quelque chose, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Tu ne peux pas l'inventer, etc. Est-ce que tu es au courant de ça, ou est-ce que peut-être tu l'as déjà vu? Je suis totalement au courant de ça, mais moi, je pars toujours du principe qu'il n'y a pas besoin de totalement casser tout de suite tout le projet. On peut trouver une porte pour prendre une autre direction. Il y a d'autres directions. C'est-à-dire que si ton projet t'es parti sur ça de manière très têtue, entêtée, en disant c'est ça, essayons, moi tu viens me voir, essayons d'aller sur cette direction-là, on change un peu. On bifurque un peu, quoi. On bifurque un peu, et puis il y a forcément des solutions. Après, vraiment, s'il faut tout casser... Ça t'arrivera, c'est sûr. Il faut tout casser, mais on va tout casser, et moi je t'apporterai des solutions pour bien repartir. C'est ça qui est important, en fait. C'est quand tu viens me voir, moi, je t'apporte une solution pour bien repartir. Je t'apporte pas une solution en te disant, non, tu casses tout et puis, salut, ton truc, c'est rien, ça c'est pas bon. Salut. Elle est où la proposition de valeur? Elle est où? Explique-moi, vite, explique-moi. Tu vois, 3 mots, t'as 3. C'est ça, tu vois. Mon but à moi, c'est de créer un échange, tu vois, créer un échange avec lui, me poser, dire, OK, ton idée, elle est bonne. Ton idée, il y a ça qu'on peut changer. Il y a ça qu'on peut changer. C'est la tienne. Ouais. Donc, je vais toujours avec ton accord. Je ne m'approprie pas le projet. Ce n'est pas le mien. Mais mon but à moi, c'est qu'à la fin de notre coaching, tu aies l'impression de te dire, OK, ce mec-là, il m'a aidé parce qu'il m'a donné une vraie solution. Et pas le mec, il est venu, il a pris mon argent et puis il m'a dit, OK, ça, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, dégage. Ouais. Et tu verras, il y en a quand même, et je peux t'assurer que c'est hélas une énorme partie, qui arrivent avec des idées que tu ne peux pas repositionner avec toute la bienveillance du monde. Parfois, il n'y a pas d'angle parce qu'ils sont partis trop d'un côté et il n'y a rien à faire. Tu vois, un mec qui se dit, là, j'ai un bois révolutionnaire. Je connais en Pologne un mec qui fait un bois révolutionnaire dans une scierie. Il arrive, il dit, j'ai commandé, parce que je suis un entrepreneur modèle, un container d'avance. J'ai fait faire un site à 5 000 €. Tu vois, il a mis les économies d'une vie ou d'une demi-vie là-dedans. Et il dit, voilà, Max, let's go. Dis-moi comment on fait, je vends pas, comment... Il n'y a pas forcément de solution, tu vois. Et c'est relou, mais c'est comme ça. Et je te dis, parce que j'étais bien souvent amené à le faire, parfois tu peux pas réorienter, gars. Parce que la direction, elle a été prise au hasard. Et tu as quelqu'un qui essaye d'arriver à Marseille, il roule au hasard. Et la règle qui dit, tu vas forcément y arriver, elle est fausse. Je suis désolé, si tu pars vers la Pologne, je suis désolé, tu vas pas forcément y arriver. Peut-être tu vas arriver en Ukraine, tu vois, j'en sais rien. Mais tu vas pas arriver au bon endroit. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est un truc que je répète aussi souvent. La vie, et surtout la vie en business, elle est pas sympa, en fait. Exactement. C'est pas bonne ambiance. Et j'ai remarqué un autre truc assez intéressant pour chez les entrepreneurs en herbe ou entrepreneurs tout court. Ils partent toujours du fait que quand ils lancent une idée personnelle, les gens vont être un petit peu plus sympas pour saluer la performance. Ça, tu vas le voir souvent, ça, je pense. Tu vois, les gens qui se disent, mais attends, mais quand même, c'est-à-dire que si on change, tu vois, je sais qu'il faut avoir une proposition de valeur, mais si on se met un peu comme ça, on voit un peu la tour Eiffel. Non, monsieur,
c'est pas une vue Tour Eiffel. Si je dois sortir complètement le buste dehors, regarder à gauche, seulement entre midi et 2, quand il fait jour au max, et mettre sur le côté, c'est pas une vue Tour Eiffel. C'est ça le souci en fait. C'est que toi, ton business, il est là quelque part. C'est fou, mais tu simplifies la vie de quelqu'un. En gros, tu vas lui simplifier la vie de quelqu'un. Tu parles de l'activité de Scalable ou... Tu vois, que ce soit ton activité ou autre, bah, tu simplifies la vie de quelqu'un. Ouais. Quand moi, par exemple, tu me lances ta phrase, bah, moi, je sais que même si je ne comprends pas tout de suite comment tu vas me simplifier, je sais que tu vas me simplifier la vie. Pourquoi ? Parce que tu me parles d'outils, je sais qu'ils simplifient déjà à la base, donc je me dis, il va me simplifier la vie, lui, donc ça m'intéresse. Mais un mec qui va te dire, je vais te simplifier la vie, mais par contre, il va falloir que tu fasses un peu ça pour... Tu crées de la friction là. Ça devient un peu long, ça devient un peu long ton truc. Donc, tu vois, c'est ça le problème. Ça devient un petit peu complexe. Vraiment, en creusant dans les arcanes de ta mémoire, est-ce que tu n'as pas une autre étude de cas ? Quand même, une. Il y a bien un truc qui t'a marqué. Oh là là. Dans tout ce que tu as vu, tu vois, il y a forcément un truc qui te marque, qui te fait dire « Ah ouais, mais ça, j'oublierai jamais ce projet », ou l'idée, elle était bonne, ou l'idée, elle est vraiment pas bonne du tout. Il y a toujours des projets qui nous marquent. Un projet qui m'a marqué. Ouais. Parce que tu as forcément accompagné, en tout cas dans le cadre de tes études, d'autres... Oui, voilà. C'était, du coup, on avait un challenge qui s'appelait le Market Box. Le Market Box. Voilà. Ok. Alors, je t'explique ce que c'est. Le Market Box, en gros, c'est plusieurs équipes qui vont créer un projet à partir d'un mot. C'est-à-dire qu'on nous a donné un mot et on nous a dit c'est le titre de votre marque, c'est le nom de votre marque. Maintenant, créer un univers autour de cette marque. Ok, genre, donne-moi un exemple. Ça s'appelait Skrit. Skrit, ok. Skrit. Et le mot, c'est quoi ? C'était Skrit. Ah, c'est Skrit le mot ? C'était Skrit le mot. Ah oui, c'est même un mot qui existe pas. Voilà, c'était Skrit. On nous a donné Skrit et on nous a dit créer un univers autour de ça. Ah ouais. Au début, on arrive, on se dit Skrit, oh là, qu'est-ce qu'on va faire ? Du coup, moi, je suis dans une équipe avec les mecs et franchement, je les remercie parce que je pense que c'était la meilleure équipe possible. Et on se pose et on se dit, ok, sur quoi on part ? Au début, on est parti sur des machines pour la dyslexie. On s'est dit Skrit, Scrite. On a essayé de tourner dans tous les sens et puis on a vu que c'était pas trop ça. Puis on s'est dit, ok, Skrit, on va pas chercher à trouver une signification totale avec le mot. On va essayer de trouver quelque chose qui manque à des étudiants. Ok. Et du coup, on s'est dit, les étudiants, le plus gros souci d'un étudiant, c'est le temps. Ok. Parce que malheureusement, les étudiants, ils gèrent très très mal leur temps. Et c'est comme ça. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas leur organiser un agenda avec de l'IA, implémenté avec de l'IA, pour pouvoir gérer leur quotidien et pour pouvoir gérer les imprévus. Parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Très clair. Et donc, du coup, on a pris ce projet-là et on a même fait un fake site internet. Je crois que je l'ai toujours. Mais c'est vraiment, on a pris ce projet-là, on s'est dit, on part sur ça, on part sur vraiment un agenda personnalisé où tu rentres tes habitudes, l'IA va voir tes habitudes, que ce soit même au niveau de la route le matin, quand tu prends la route pour venir en cours et autres, il va prendre le temps, même si tu as du mal à te réveiller, ces petites 5 minutes où tu restes au lit, en fait, ça va te faire un agenda sur mesure visant à te faire gagner du temps. Parce que le but, c'est le temps. Et c'est vraiment ça. Et donc, du coup, on l'a présenté. Ça veut dire qu'on devait faire de tout de A à Z. Tu prends le projet au départ, tu crées ton univers, tu crées ton site internet. Et ensuite, tu vas dans une salle de classe et tu crées ton stand. Et du coup, on devait créer un stand. Et donc, du coup, on s'est rendu chez Castorama. On a pris des planches de bois, on a pris des briques, on a créé tout un univers. Vous avez fabriqué aussi le stand ? Voilà. Le stand et autres. On a pris un setup de PC et autres. Et on a dû faire comme le salon d'entrepreneur. On a dû présenter à des étudiants qui venaient. Ça veut dire plein d'étudiants qu'on ne connaît pas forcément, de plusieurs formations. Ils venaient à Castor à la base ou ils venaient vraiment voir le stand ? Non, ils venaient... En fait, c'était dans l'école. On était dans l'école. En gros, on avait... Ah, pardon. En fait, c'est le matos, les planches que vous êtes chercher chez Casto. Moi, je vous voyais présenter le truc à Casto. Je dis, waouh, si vous attendez les étudiants bricoleurs, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, du coup, on allait chercher le matériel à Castorama. On l'a ramené à l'école. Et on a dû créer dans une salle une ambiance sur un stand. Comme projet, c'est intéressant. Ensuite, on a pris le setup d'un ami. On l'a mis on a fait des flyers, on a fait une pub. On
a fait une pub et autres, vidéo, publicité. On a dit, OK, on se pose là, on fait un stand. Et du coup, quand les gens passent, on leur explique ce que c'est. Et projet top. C'était génial. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans, toi? La créativité Moi, ce que j'ai aimé, c'est du coup la gestion de mon équipe. Parce que pour moi, j'ai travaillé avec des personnes, c'était des commerciaux, tu vois. Donc en soi, le discours était bien rodé. Les mecs, quand ils parlaient, ils allaient du point A au point B sans passer par 1000 chemins. C'était vraiment, ils avaient appris leur texte, la trame que j'avais fait, ils l'avaient respectée. Et autres, et ça, pour moi, c'était une expérience exceptionnelle. Et puis, le fait de le présenter face aux gens, pouvoir montrer notre idée, vraiment, cette fois, c'était notre petit bébé. Donc, le présenter face aux gens, pour moi, c'était exceptionnel. C'était une expérience exceptionnelle. Et le fait que de vraies personnes dans le business soient venues pour nous écouter parler, entendre notre projet et qui nous aient dit finalement, faites votre projet, il est génial. Faites votre projet, ça de la gueule, j'aime beaucoup. Okay. Pour moi, c'était une victoire énorme. Ok. Donc beaucoup de plaisir sur ce projet-là. Ah oui, énormément de plaisir. Par contre, je t'ai entendu dire flyer carrément. Ouais. Vous avez fait des flyers. Je trouve ça choquant. Dans le monde de la data, faire des flyers. Après, je pense que c'était pour coller avec l'esprit stand, tu vois. Ouais, exactement. Mine de rien, ça reste un écosystème fermé, entre guillemets, parce que le but, c'était de présenter... C'était dans le cadre de l'école. Voilà, vous n'avez pas vraiment fait la promotion sur Internet du truc. Ok, ouais, donc là ça marche. Non. Est-ce que tu conseillerais, toi, à une entreprise aujourd'hui de faire des flyers? Non. Pourquoi? Parce que les flyers, tu vas les distribuer dans la rue. Donc du coup, tu vas les distribuer comme ça. Ou tout venant. Les flyers, je les prends. Tu vois bien, quand tu vas prendre le métro ou autre, on te donne un truc. Qu'est-ce que tu fais? La première chose, soit tu le prends pas, soit tu le jettes. Soit tu jettes. Ouais. Tu vois, donc c'est pas le top, tu vois. Gros problème de retour sur investissement. Ah oui, gros problème de calcul de retour sur investissement, parce que tu ne connais pas la provenance des gens qui vont venir sur ton site, sauf si bien sûr tu mets une stratégie en place par rapport au flyer, un code promo, un truc comme ça. La stratégie du tout venant, c'est pas ouf parce que tu sais pas qui tu vises. Et je trouve que ça vient vraiment en opposition avec la puissance de la data, en fait. C'est-à-dire que les plus grosses boîtes du monde, elles font de la donnée. Je trouve ça assez étonnant de distribuer des flyers. Sauf bien sûr, il y a toujours des cas spécifiques, des exceptions. Tu vois, si tu es en mode business local, tu fais évoluer un petit restaurant à Montfermeil qui est full local. Allez, pourquoi pas, tu vois. Pour se faire connaître un peu, ça reste une stratégie de... Comment dire? C'est un nom spécifique ça, mais j'en fais tellement peu que j'ai oublié. Mais bon, ça reste une mini stratégie, mais... C'est anecdotique, quoi. Tu l'as fait pas. J'ai envie de te dire. Tu vois, tu prends du sel, tu le jettes en l'air. Pour moi, c'est un peu le même. C'est un peu pareil. Des moins, ok. Bon, ça, tu as une belle vision par rapport au flyer. Et tu verras pareil que dans les coachings, ça reste une méthode qui a la dent dure. Il y a encore des gens qui se disent que le flyer, c'est fort. Parce que c'est un truc à l'ancienne, tu vois. Mais non, tu vas beaucoup les ramener vers la data. C'est sûr. Est-ce que tu as une idée, alors ça tu ne l'as pas forcément vu, sauf si tu as une étude de cas dont tu ne m'as pas parlé, est-ce que tu as une idée de la méthode la plus rapide qu'il y a aujourd'hui pour tester une idée de business? Genre tu as une idée demain, c'est quoi ton plan? Si j'ai une idée demain, ouais. Déjà, moi je vais partir du... Vraiment, c'est étape par étape, c'est vraiment méthodique. J'ai organisé mon idée, j'ai fait et autres. Et puis, moi je me rends vers mon public cible en fait. Déjà, il faut que je trouve mon public cible, études de marché et autres. J'ai étudié mon marché pour voir comment ça se passe sur le marché et autres. Tu peux développer un peu en termes de... Tu vois comment tu ferais ton étude de marché? Tu as une vision? Bien sûr. Stratégie? En fait, c'est surtout, il faut que tu vois ce qui se fait sur le marché. Genre déjà. En termes d'outils. Prenons une vraie idée, tu vois. Je vais te donner un exemple concret, un truc qu'on a vraiment pu lancer, nous. Un moment, on a vu qu'il y avait une certaine pénurie. Voilà, il y avait une pénurie sur un produit spécifique en France. Je fais exprès de ne pas le nommer, peu importe. Disons que c'est des clés à molette. Voilà, on est au courant, on a repéré cette opportunité de marché, boum, il y a un gros manque de clés à molette. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés en France, mais plutôt en mode rural, pas Île-de-France. Tu vois, donc ça fait beaucoup de gens, hein, ça fait genre toute la France, sauf l'Île-de-France. Donc, gros défaut de clés à molette, ok? On s'est positionné sur l'idée, etc. Et on a amené pas mal de résultats. Comment toi, une fois que tu as détecté qu'il y a un besoin de clés à molette dans
80% de la France. Comment tu ferais pour articuler tout ça, tu vois? Est-ce que tu as une vision? Genre Pour moi, si j'ai une grosse pénurie de clés à molette, déjà j'ai repéré t'as repéré. J'ai déjà repéré mais genre pour implémenter, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout de suite que tu moi, je me mets tout de suite en recherche de me dire, mais où est-ce que je peux en récupérer déjà, où est-ce qu'il y en a déjà? C'est important de le savoir. Parce que fournisseur, la base. Déjà, se trouver un fournisseur et surtout de se dire, ok, si je les récupère, déjà, combien je les récupère chez lui? Et surtout, une fois que je les ai, à qui je les vends? Et surtout, je sais qu'il y a une pénurie partout. Donc, du coup, comment je fais pour créer de la demande? Il faut bien que je la crée, cette demande. Tu vois? Donc, du coup, je vais vers ceux qui en ont besoin. Et je fais en sorte de leur dire, voilà, je sais que j'ai ce produit-là, je sais qu'il n'y en a plus. Donc, quelque part, je suis en position de force. Donc, forcément, vous devez passer par moi parce que je les ai. Donc, tu deviens intéressant sur le marché, quoi. Exactement. Mais concrètement, est-ce que tu verrais, vraiment en termes de concret, Max, tu as la vision ou pas du tout, en termes d'outils à utiliser? Moi, je te dis vraiment là, gars, on a le public cible, on a les clés à molette, on a le fournisseur. Comment on teste le marché? Concrètement, avec les outils de maintenant, tu me dis, on se connecte sur quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va chez... Regarde, je te donne des exemples concrets qui ne sont pas bons, mais c'est volontaire. Bon, ça va un peu t'orienter, mais peu importe. Je te dis, là, concrètement, gars, on a tout ce qu'il faut. On va chez Vistaprint, flyer, on fait imprimer flyer, on les distribue devant le métro Jean Jaurès, peu importe, parce qu'on sait que là-bas, les mecs qui veulent des clés à molette, ils passent beaucoup. Voilà, une fois qu'on a quelques infos, on les vend, tu vois, ça c'est concret. Est-ce que tu saurais quoi faire concrètement vraiment? Parce que ça t'aidera, je vais te donner la réponse après, et je pense que ça t'aidera pour lancer pas mal de choses. Parce qu'il y a un plan concret si tu veux savoir. Bon là, j'ai pas le visuel tout de suite. T'as pas le visuel? Non. Je vais te le donner, il va t'aider de ouf, gars. Ouais, je pense que... Je vais te donner la méta pour tester une idée de business vite. En fait, en me le donnant, je pense que je vais te dire la même réponse que tout le monde te dit. Ah oui, mais... Non, en général, les gens, ils ont jamais vu. Non. En général, les gens, quand je donne cette stratégie-là, ils disent, oh, la méthode que je vais te donner, elle permet de tester une idée de business en 24-48 heures. Je suis preneur. T'es preneur. Ok, je t'explique la strat. Donc, nous, une fois qu'on a détecté cette pénurie de clés à molette, la manière dont l'idée rentre dans la boîte, puisque comme tu l'as compris, on aime bien lancer des sous-marques et des sous-boîtes pour tester des différents marchés. Peu importe la manière dont elle rentre, on a une opportunité, on a une info, on a quelque chose. Ça peut venir de plein d'endroits différents. Là, dernièrement, j'ai lancé quelque chose, je te le montrerai en off après. C'est venu d'une vidéo YouTube. Je lui ai dit, oh, pas con, j'ai testé le marché, il y a une place et on applique le plan que je vais te donner. Et ça, dans l'année, on l'a fait 4, 5, 6 fois. Okay, et à chaque fois, ça paye parce qu'on a une méthode très spécifique que je vais donner, c'est pas un secret. Donc, une fois que tu as détecté ton opportunité, qu'importe, comme je te dis, la raison, un pote qui te donne l'info, moi là, pour le coup, c'était mon associé ou autre, ce qu'on veut, comme on se l'est dit, c'est trouver une proposition de valeur. Capital, avant tout, c'est ça. Il nous faut une proposition de valeur. Il faut qu'on puisse convertir, ou en tout cas convaincre le marché avec une phrase pour les choquer, pour les marquer. Okay. Donc, le gros du taf, c'est une proposition de valeur. Une fois que c'est bon, on prend cette proposition de valeur, il faut bien la faire tenir quelque part, elle ne va pas rester en suspens. Créer un site, très long. Potentiellement coûteux, même si nous, on sait le faire. Mais c'est du taf quand même, donc c'est un petit peu chiant. Et donc, ce qu'on fait, nous, on fait ce qu'on appelle une landing page. Tu vois ce que c'est? C'est juste une page. Au lieu de faire un site complexe, on fait juste une page. Okay. Très, très simple, tu vois. Je peux t'en montrer une, ça ressemble à ça, voilà. Ça te montre aussi le produit pour le coup, que tu ne dois pas dire à l'oral. je te le montre, comme ça tu ne diras pas ce mot. Je ne dirai. Mais tu vois, c'est une page qui explique le service. Donc imagine que là, il y aura marqué fournisseur de clés à molette. Okay. Maintenant, notre proposition de valeur choc, elle est posée sur un vrai support. Elle est sortie de nos têtes, elle est quelque part. Comme tu peux le voir, la stratégie de la landing page, c'est au-delà d'avoir, mieux qu'un site internet, au lieu qu'il y ait beaucoup de détails, tout tient sur une page et quand tu appuies sur les boutons, ça te renvoie à des endroits sur la page. Ça ne t'amène pas sur une autre page et tu remarqueras qu'on ne parle pas de l'entreprise. Comme beaucoup de sites internet font l'erreur, on ne commence pas par raconter notre vie. Fort de notre expérience de 120 ans, on s'en fout de ça. Le gars, il est dans la clé à molette, il veut une réponse. Donc, on met un appel à l'action assez rapide qui est derrière un bouton. C'est tout simplement un bouton qui t'amène à effectuer une action et l'action effectuée, c'est donner tes infos. Parce que c'est ce qui nous intéresse. On a repéré le marché et maintenant, on crée un tunnel jusqu'au fait de récupérer les infos. Ok ? Je peux juste te prendre un mouchoir parce que j'ai super chaud. Un mouchoir ? Oula, ah bah là, on n'a pas prévu, gars. Il va falloir que tu t'essuies à la main. Ah ouais, c'est... Il est sensible à la chaleur, t'aurais dû me dire avant. Très très sensible à la chaleur. Qu'est-ce qui se passe ? J'avoue, t'es en training. Ah
Non, je suis très sensible à la chaleur parce que moi, je suis très. En fait, c'est avec l'entraînement, mon corps, la température, elle se régule jamais. Ah ouais, là, je peux pas du tout t'aider. Il va falloir qu'on finisse ça part en sparring, désolé. Non, t'inquiète pas, c'est juste. En plus, je te voyais couler petit à petit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste que, en fait, si. Je t'ai mis trop de pression avec la question. Non, c'est juste la lumière. En fait, quand il y a beaucoup de lumière. Ouais, j'ai pas de ventilo en plus. Ouais. Je l'ai pas amené. Mais je note pour le prochain invité, je fournirai un ventilo. Si t'as un mouchoir dans ton sac, tu peux le prendre. Je sais pas si tu as. Ou une serviette. J'ai pas. T'as pas? Ok, bon, on va faire avec. Après, j'irai voir ce que je peux trouver. La Donc, t'arrives quand même à suivre malgré la chaleur, c'est ok? On est dans le dur. Allez, on taffe! On est dans le dur. Donc, une fois que t'as fait ça et que t'as ta super landing page et que t'as ta super proposition de valeur, ta proposition de valeur qui te permet de découler sur, si tu veux, un copywriting, donc ça veut dire un texte complet qui va toucher au cœur la cible. On réfléchit quand même, on essaye de se mettre à sa place. Il faut l'exposer au marché, on l'a dit tout à l'heure. Donc il faut une solution pour faire ça. Comme je te l'ai dit, les plus grosses boîtes du monde, elles ont de la data, il suffit juste de s'adresser à elles pour le faire. Donc là, la solution la plus directe, c'est Google. Donc tu vas sur Google Ads, tu fais une publicité, et cette publicité, toujours en activant, en orientant tout ce que tu écris sur ta cible, dans ta publicité, elle envoie vers cette page. Et cette page, comme je viens de te le démontrer, elle n'a qu'une seule fonction, c'est amener la personne sur le fait qu'ils doivent donner ces données pour qu'on puisse le rappeler. Ok ? Donc tu fais de la pub, tu mets un petit budget par jour, 5 euros, 10 euros, ce qui est très peu, tu vois, c'est pas grand-chose. Et bien souvent, avec une bonne configuration Google un petit peu pointue qu'on va pas forcément voir aujourd'hui, tu peux te permettre assez facilement de passer devant la concurrence en place, ou en tout cas de récupérer la plupart des demandes de France sur une thématique. Pour ce business-là, c'est ce qui s'est passé. On a récupéré une énorme quantité de demandes. Je dirais même les demandes d'une bonne partie de la France. Pour te donner un ordre d'idée, voici le nombre de contacts qu'on a réussi à avoir en 2 mois. Ah oui. Attention. Ah oui. Ah oui. Comme tu peux voir, il y a 380 lignes. Parce qu'après, comme je t'ai dit, on fait aussi des systèmes automatisés. C'est ça qu'on fait dans un second temps. C'est-à-dire qu'au-delà de faire de la pub, on sait aussi gérer les systèmes derrière. Donc là, comme tu peux voir, c'est rangé, trié, tu as du suivi. Et si tu as des gens qui sont au téléphone en train de s'occuper de ça, ça fait aussi office de CRM++. Okay, donc, un outil qui permet de gérer les clients avec précision et l'état de chaque dossier. Tu vois, et c'est que de l'ADS, que de la pub. Ads, que ça. Tu vois, il y en a un qui est rentré par Facebook. Sur 380, il y en a un qui est rentré par Facebook, qui a un effet collatéral. C'est-à-dire que les gens en parlent et puis tu as un pote qui conseille à un pote. Okay, et là, la première réponse, c'est-à-dire le premier lead qui est rentré, donc le top 1, qui s'appelait Monsieur P, on l'a eu en 32 heures. Donc imagine, on fait tout ça, on lance, et 32 heures plus tard, ding, notification, hop, Monsieur P qui arrive, société Gazon XXX, son numéro de téléphone, son mail, son département, le nombre de camions de clés à molette qu'il veut, très clair, boum. On l'appelle, et là ce qu'on fait, c'est que chaque appel permet d'améliorer la proposition de valeur, parce que tu as la chance de parler avec quelqu'un qui fait partie de ton marché cible. Donc toi, tu arrives avec une vision, ta vision te permet de glaner de la data, tu récupères la data pour améliorer ta vision, et ainsi de suite. C'est un jeu de vase communicant. Et tu améliores aussi le troisième point à côté, un autre point à côté, c'est le point Google, tu améliores tes mots-clés, tu vois. Parce que plus tu fais de pub, plus tu as de data, plus tu as de data, plus tu as de data. Et au bout d'un moment, mon gars, premier jour, tu en fais 1 ou 2, et 10 jours plus tard, si tu optimises tous les 2 jours, tu fais 4, 5 par jour, en automatique, pour 10 euros. Et tu as vu la valeur, hein, je t'ai dit, donc par erreur, mais c'est pas très grave, camion. Là, on vend des camions de clés à molette. Donc le gars n'appelle pas pour en acheter une, il achète pour acheter un camtar entier. Tu vois. C'était sale. C'était ça. Et regardez le lead de 3 camions directs. Un camion, c'était 10 000 euros, pour info, à transférer. Tu vois, incroyable. Tu peux tester rapidement une idée de business. Ça, nous, c'est un framework, tu vois, une méthode qu'on utilise quasiment tout le temps. Dès qu'on a une idée de sous-marque, on se concerte rapidement, les gars. C'est ça l'idée, vous en pensez quoi? Ah, ça peut être pas mal. Ok, la landing, on met quoi dessus? Vas-y, moi, je m'occupe du texte. Vas-y, on fait un logo vite fait sur Canva. C'est-à-dire qu'on ne perd aucun temps, si tu veux, dans l'exécution. Un logo, qui soit écrit comme ça, ou que j'inverse les couleurs, ça ne change rien. Les gens, je ne sais même pas s'ils l'ont vu. Le but, c'est d'avoir juste, on va dire, comment on appelle ça, une charte graphique à peu près cohérente, et d'avoir un appel à l'action efficace. Et le plus important, c'est encore une fois
la proposition de valeur, tu vois, qu'on a bien détectée. Et derrière, après, c'est festival. C'est tout. Voilà comment tu peux lancer un business en 2 jours. Tu vois comment tu me l'expliques, ça a l'air super simple. Ouais, mais parce que j'omets beaucoup de détails techniques. C'est ça, en fait. Mais c'est simple. Mais en fait, tu vas à l'essentiel. Pourtant, tu prends le temps quand même de m'expliquer. Oui, parce qu'il faut que ça soit clair. Tu vas à l'essentiel et c'est ça qui est bien. Il faut que ça soit clair. Je ne vais pas te donner tout l'arc technique de la configuration Google. C'est énorme. Il y a plusieurs heures de travail sur Google. Néanmoins, je veux te montrer, je pense que c'est important, et vu que tu as un super mindset alors que tu viens de finir ces études-là, parce que franchement, tu n'as que des bonnes réponses entre guillemets, c'est-à-dire que tu n'arrives pas en étant complètement ouf, tu vois, en disant ouais, tu sais, moi pour faire un business, eh ben, moi je sais exactement comment on fait. Je pense que d'abord, il faut faire un business plan. Alors là, non mais ça, je l'ai tellement entendu des gars qui sortent de cours et qui te disent ça. Comment faire un business? Moi je sais. D'abord, business plan. Une fois que tu as ton business plan, tu vas à la banque, après ils te financent. Mais quoi? Mais pas du tout. Landing page, proposition de valeur, 10 € par jour, point. Dis-toi une chose, c'est ce que tu viens de dire. Il y a tellement de gens en école d'éco qui pensent comme ça. Donc, ils arrivent, ils te disent oui, mais moi, mon père, il a une entreprise. Okay. Ouais. Donc, du coup, s'il y a, par exemple, un projet, ah non, mais moi, je sais qu'on fait comme ça. Alors, ça, business plan, je sais faire. Business model, Canva, je connais. Moi, tout ça, je connais. Viens, on le fait. Et puis voilà. Et comme ça, ça marche. Et non. Et non. Donc tu penses que c'est comme ça que ton père il a fait? Ah oui. Souvent ton père il a pas fait comme ça en plus. Hein. Souvent ton père il a pas fait comme ça. Truc que j'ai remarqué, tu vois, c'est une phrase. Moi, c'est un peu devenu une punchline avec le temps. C'est pas parce que tu as un business que tu sais comment créer des business, tu vois. Exactement. C'est pareil qu'avec le piano. C'est pas parce que tu sais faire du piano que tu es un bon prof de piano. C'est pas le même skill. On confond, tu vois. Un mec qui fait 3 millions par an, tu dis il va me donner des conseils, ça va être ouf. Pourquoi? Tu sais pas avec quoi il a commencé. Tu sais pas d'où il part. Tu sais pas à quel moment il démarre. On le voit beaucoup chez les gens qui achètent, qui font de l'immobilier. Tu vois, tu connais un peu le quartier du Marais dans Paris. Aujourd'hui, on est peut-être à 15 000 ou en tout cas plus de 10 000 € du mètre. Okay, il y a X années, il y a longtemps, le Marais, c'était un coupe-gorge. C'est-à-dire que c'était ghetto comme Saint-Denis, tu vois. Il y a longtemps. Donc il y a des gens, ils ont fait des fortunes immobilières en achetant à l'époque, un peu par erreur, dans un endroit ghetto cracra, tu vois. Et maintenant, c'est devenu les trucs les plus cotés de Paris. Et ces mecs-là, qui n'ont jamais racheté 45 ans plus tard, ils vont te donner des conseils sur l'investissement IMO. Et ce qui est terrifiant mais réel, c'est que les gens accorderont toujours plus de crédit à un mec qui va dire « moi, mon patrimoine immobilier, c'est 5 millions d'euros » qu'à un mec qui dit « moi, j'ai 3 appartes à Saint-Denis ». Tu vois, on va écouter le mec qui a X millions d'euros parce qu'il est dans le résultat. Le problème, c'est qu'on ne creuse jamais sur la manière dont il a atteint le résultat. Il a réussi, tant mieux, mais ça ne fait pas de lui un mec de bon conseil. Et tu as le même cas. Tu as des gens qui commencent à acheter autour de toi des apparts et tout? Ou pas encore? Non. Et tu vas voir. Et ben, quand tu auras les premiers, il y a un mec qui va acheter, je prends le premier département que j'ai devant les yeux, le 13e, il va acheter à Marseille. Comme il va être fier d'avoir son appart, toi, tu vas aller vers lui, lui poser des questions. Alors, bon, il n'est pas plus légitime qu'un autre. Et il va se permettre de dire ce qu'il pense et de te donner des conseils alors que tu achètes dans le 92. Et il va dire non, mais là, tu devrais faire comme ci, comme ça. Mais qu'est-ce que tu en sais, frérot? Mais qu'est-ce que tu en sais? Es-tu devenu agent immobilier parce que tu as acheté un appart à 100 000 € dans ta vie? Non. Et ce truc a un nom, ça s'appelle le syndrome de Dunning-Kruger. Tu avais déjà entendu? Ça. Maintenant, dès qu'il y a un mec qui va te parler, tu vas penser à ça. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que je te montre la courbe de Dunning-Kruger. Alors, l'effet de Dunning-Kruger, c'est assez simple. Alors, c'est marrant parce que ça reprend un peu dans l'exemple les podcasts que tu as pu écouter sur la stupidité. Donc, en fait, le syndrome montre que moins tu en sais sur un sujet, plus tu as confiance. C'est-à-dire que tu regardes une vidéo YouTube sur comment on fabrique ce micro-là, comme tu as regardé une demi-heure sur le sujet, tu as confiance. Et ce qui te donne cette confiance, c'est que tu n'as pas la profondeur technique. Donc, comme tu manques d'expertise, tu pars du fait que c'est facile. Et plus tu vas passer de temps dans le micro-game, plus tu vas te rendre compte de la profondeur technique, moins tu vas te positionner. Et ça, c'est le syndrome de Dunning-Kruger. Et il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et ça, c'est exactement la config du fameux pote qui a acheté un appart. Il a fait un move, il est en full confiance parce qu'il ne connaît rien à l'IMO. Et il n'est même pas au courant que les marchés sont différents en fonction de la temporalité, de la localisation. Il a zéro info. Mais comme il a fait une fois le move, pour lui, c'est un expert. Et tu vas le rencontrer beaucoup de fois, tu vois. Et tu vas devoir toi aussi le contrer. Parce que tu risques de toi aussi de l'appliquer sans faire exprès. Mais moi, je pense que j'ai de la chance parce que, tu sais, dans la vie, j'ai beaucoup rencontré de gens comme ça, en fait. Beaucoup, c'est normal. Vraiment, j'ai fait un truc une fois. Ça y est, je
je peux t'expliquer comment ça fonctionne, je sais tout. Écoute-moi, je suis la parole pensante, je suis la tête pensante. Fais-moi confiance. Bah non. Bah non. Bah non. Difficile à expliquer à la personne qui pense ça, par contre. Moi, je dis toujours que, tu sais, il faut trouver les bons mots. Ouais. Tu vois, il faut trouver les bons mots et quand tu sens qu'il n'y a plus les bons mots, bah, la personne, tu lui dis juste, bah, tu sais quoi, t'as raison. Ah oui, de toute façon, t'es de naturel assez calme, donc je me doute que tu te lances pas dans des grands échanges de 200 ans pour convaincre un mec, quoi. Tu sais, moi, j'ai rencontré plein... Faut te dire un truc, c'est que moi, dans le monde de... je fais un pareil avec la boxe, tu vois, moi, j'ai rencontré plein de profils. Je suis retrouvé dans plein de salles, j'ai rencontré des mecs vraiment qui me disent, oui, mais moi, je suis super fort, je suis ci, je suis ça. Il frappe fort, il frappe comme des meufs. Je lui dis, mais ils me disent, ouais, mais moi, c'est ça la boxe, c'est ça la boxe. Je lui dis, ok, t'as raison, tu sais quoi. C'est mieux. C'est ce que tu veux. T'inquiète pas, pense comme ça. Mais tu vas te rendre compte un jour que c'est pas ça en fait la boxe. Ouais. C'est pas ça. Et faut savoir écouter aussi dans la vie. Il faut savoir écouter les autres parce qu'ils ne disent pas que des bêtises en fait. Tout le monde peut te donner un conseil. Par exemple, ce matin, j'étais chez le chiro. Ouais. Mon chiro, il m'a donné des conseils pour mes combats. Tu vois, mon chiro, pourtant, lui, c'est un mec. Il a jamais boxé de sa vie. Il a jamais boxé de sa vie. Lui, il a jamais mis des gants, tu vois. Mais ses conseils, ils étaient tellement cohérents et tellement dans le truc que je me suis dit, wow. Ouais, ça a fait écho. Je vais les écouter. D'ailleurs, il t'a dit quoi? Il est venu et m'a dit un combat, même à 1 seconde de la fin, seconde de la fin, on reste toujours concentré parce que le mauvais coup peut arriver 1 seconde. Très bon conseil. Très bon conseil. Il m'a dit tu restes concentré du début jusqu'à la fin. Il m'a dit que tous tes radars doivent rester jusqu'à ce que tu retournes dans ton coin. Là, dans ton coin, tu relâches. Et quand la cloche elle sonne, tu repars. D'abord, tu prends 2 secondes, tu souffles, puis tu repars. Tu repars pas dans un élan effréné parce que déjà, tes muscles, ils ont eu le temps de refroidir un peu. Donc, du coup, si tu repars dans un mouvement effréné, tu peux te blesser. Ouais. Tu peux faire un faux mouvement. Tu vois, ces conseils-là qu'il me donne, c'est un mec qui n'a jamais mis les pieds sur un ring. Ouais, il sait même pas, ouais. Il sait même pas. Il connaît pas la pression d'un ring. Non, il sait pas. Lui, il me donne ces conseils-là en se disant, mais il me donne ces conseils de manière bienveillante. Si moi j'étais là et je lui dis, qu'est-ce que tu connais toi? Ouais. En sparring, je te déglingue, toi. Moi, je t'arrache les dents, mais qu'est-ce que tu prends toi? Tu vois, il y a tellement de mecs. Ce qui est peut-être vrai, mais ça n'a pas cours dans votre échange, en fait. Peu importe. Il y a tellement de mecs comme ça où t'as l'impression que tu lui donnes un conseil, t'as l'impression que tu l'insultes. Ouais. Égo de ouf. Non, moi, jamais de la vie. C'est beaucoup répandu dans les sports de combat, ça. Hein. Mais c'est une horreur. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on intellectualise le sport de combat, tu vois. Ça reste un truc ça reste viril. Et dans la virilité, il y a moins de réflexion dans certaines configs, tu vois. La boxe, ça reste... voilà, c'est la bagarre un peu. En fait, pas forcément. Pour eux, c'est ça. Tu vois, par exemple, moi, quand je mets les gants avec toi, on ne s'est jamais fait un sparring où toi et moi, on se tape dessus comme des brutes. Non, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que tu places ton pied là, tu places ton pied là, tu montres que, ah ouais, là, à ce moment-là, je dois attaquer à ce moment-là, mais je dois aussi savoir défendre, je dois savoir me positionner pour pouvoir mettre le bon coup. Et c'est pour ça que quand on fait des sparring, c'est des sparring qui ont l'air peut-être parfois un peu calmes, mais derrière, c'est de la technique pure, on ressort de l'échange. Si tu ressors d'un sparring, vous êtes tapé dessus, il n'y a plus de neurones, c'est génial. Vous êtes tapé dessus, vous êtes des hommes, c'est génial. Et d'ailleurs, juste par rapport à ça, cher Max, est-ce que tu penses que faire des sparring durs de temps en temps, c'est bien? Faire des sparring durs de temps en temps, il faut. Parce qu'il faut que tu te mettes dans des conditions de combat. C'est-à-dire que la boxe, c'est un sport qui est dur. Faut pas l'oublier, c'est un sport qui est dur et c'est un sport où parfois tu vas voir des combats où ce sera super dur, ce sera super des guerres, comme on appelle ça, tu auras des guerres. Si tu sais pas faire la guerre, ça va être dangereux pour toi, mais il faut pas faire tout le temps la guerre. Il faut pas faire tout le temps la guerre. Parce que parfois, il faut aussi comprendre que tu dois faire des sparring plus techniques pour pouvoir apprendre à bien faire ton mouvement et autres. Et comme ça, quand tu feras la guerre, au moins tu es sûr que tu auras appris comment bien faire ton mouvement. Donc pendant la guerre, tu feras bien ton mouvement. Et c'est uniquement la guerre, ça n'a pas de sens pour moi. Ouais. Mais qui suis-je? Ah, c'est compliqué. C'est philosophe. Qui suis-je pour donner? Moi, je suis absolument d'accord avec toi sur ce point-là. Et je trouve que la boxe, on l'a vu plein de fois, ça c'est vachement dur à dire. Ça s'intellectualise pas mal. On le voit beaucoup avec le MMA, pour le coup, où là, on sort un peu des sentiers battus, entre guillemets. Moi, je t'ai peut-être déjà dit, mais je viens de l'école un peu boxe-taille, salle de banlieue, et c'est la bagarre, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que rares sont les gens que tu vas croiser qui vont dire non, mais il faut intellectualiser le truc, faut être réfléchi, etc. C'est pour les durs au mal, point barre.
Et j'ai réussi à faire peut-être 6-7 ans de boxe dans ce cadre-là. Et tu ressors de là, tu sais pas boxer en fait. Parce qu'en fait, soit tu te défends contre les mecs durs, soit tu attaques les mecs un peu plus faibles sans technique. Ça manque d'intérêt de ouf. Hein. Ça manque d'intérêt. Bah, c'est bien parce que ça fait quand même travailler quelque chose. Tu vois, il y a quand même une certaine torpeur, ça t'apprend à avoir un peu d'orgueil, etc. Ça t'apprend à prendre les coups, c'est OK. Mais en soi, en termes de technique brute, bah, c'est pas top. Et si j'avais bossé d'une autre manière pendant ces 7 ans, ça serait vraiment différent. Après, voilà, ça fait partie du jeu et je suis content de pouvoir échanger, tu vois, sur ces sujets-là de manière un petit peu plus pointue. C'est cool. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer ce podcast? On peut parler de simplement ce qui s'est passé. Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très très bon moment. Je te remercie pour l'invitation. Mais je t'en prie. Un dernier mot, je dirais, je me lance bientôt, donc ouais, ok. J'espère pouvoir te donner des nouvelles de mon business bientôt. J'ai déjà le nom, j'ai déjà tout. Tu veux le donner ou plus tard? Mon nom, ça sera KN Evolution. KN? KN Evolution. Ok, pourquoi? Tu sais pourquoi ou c'est comme ça? Tout simplement parce que KN, c'est le nom, c'est mon nom de famille et c'est le nom de famille de ma mère. Ok. Et que j'ai. T'as pris les et puis l'évolution parce que moi, je fais évoluer les gens. C'est-à-dire que moi, je cherche toujours à ce qu'on évolue ensemble et puis qu'on avance. Donc, du coup, j'ai mis évolution parce que mon but à moi, c'est de faire passer des paliers aux gens et qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Ok, bah écoute, quand tu auras je sais pas comment tu vas partir, mais quand tu auras un site ou quelque chose à présenter, pour l'instant, il n'y a rien de dispo? Pour l'instant, j'ai juste une presse. J'ai fait ma presse, je travaille dessus, c'est études de marché, presse et autres. Je travaille de manière intelligente, j'essaie de m'organiser. Déjà, okay. Ton podcast, je le dis aussi, comme ça, au moins je suis honnête. Ton podcast m'a aidé aussi parce que ça m'a permis aussi de me dire, de me positionner en me disant, ça ne sert à rien de faire un site flamboyant, ça ne sert à rien d'injecter de l'argent n'importe comment. Ah oui. Parce que fais les choses de manière structurée, fais les choses de manière intelligente et quand tu seras prêt, tu mettras ton argent là où il faut. Ouais, la clientèle viendra de toute façon. Tu peux avoir une proposition de valeur canon, sans site, avec un LinkedIn claqué et attirer des gens. A contrario, beaucoup plus compliqué d'attirer des gens avec un super site et une proposition de valeur que personne ne comprend. Quoi. Exactement. C'est vite compliqué. Écoute, moi je me ferai un plaisir de mettre soit dans la description de YouTube et dans la description surtout des plateformes de podcast, parce que c'est là qu'il y a le plus d'auditeurs, tes infos pour qu'ils puissent te retrouver. Avec plaisir. Ça sera top. Merci à toi. Parfait. Écoutez, on va terminer sur ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, petit lien dans la description. Tu cliques, tu m'envoies ta question et je ferai un podcast avec plaisir. Pareil, même formulaire si tu veux que j'invite une personne sur ce super siège qui est pour l'instant occupé afin que nous puissions échanger de business, de vision ou de toute autre chose liée à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour ton écoute, si tu es encore là. Et puis bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes tout ça. À plus!